Mesdames et messieurs, chers collègues, Madame la présidente de la HES, Madame la directrice du SDATUB, Monsieur le président du CNGE, cher Olivier, cher Mathieu, je suis on ne peut plus heureux aujourd'hui d'être devant vous pour vous présenter ce projet P4DP qui, vous l'aurez compris, n'est plus un serpent de mer et qui a bien surgi de l'eau, et on l'espère avec fracas aujourd'hui. Voici donc ma déclaration publique d'intérêt, de lien d'intérêt. Donc en dehors des projets financés par l'université, j'en ai pas d'autres, et dans le cadre du projet P4DP, du financement de BPI France, de l'ARS PACA et de l'URPS médecins libéraux PACA. Alors, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi nous, médecins généralistes, nous sommes assis sur une réelle mine d'or et comment ce fabuleux projet qui est P4DP va pouvoir vous aider à exploiter cette mine d'or, de pouvoir utiliser cette ressource au quotidien, que ce soit pour le soin, l'enseignement et la recherche. Les données que nous produisons tous les jours, quotidiennement, dans nos cabinets, à chaque fois que nous utilisons notre logiciel de consultation, sont des données qui sont uniques. Il faut savoir que jusque-là, le système de santé est plutôt piloté par les données détenues par l'assurance maladie et qui sont des données médico-économiques et qui retranscrivent principalement les données de remboursement, c'est-à-dire ce que les patients consomment en termes de santé. Mais les données que nous avons dans nos logiciels sont bien des données qui permettent d'identifier les raisons pour lesquelles les patients consultent dans nos cabinets, ce que les médecins généralistes arrivent à identifier en termes de diagnostic, de problèmes de santé, de pouvoir renseigner quelles sont les actions de soins, c'est-à-dire qu'elles soient des prescriptions de médicaments ou d'autres actions en termes d'éducation thérapeutique, ou bien collecter les résultats d'examen, notamment de biologie. Ce sont des données qui sont massives, avec en moyenne une vingtaine de consultations pour les médecins généralistes par jour. Vous imaginez ce que cela représente au quotidien sur l'ensemble d'une année, et surtout ce sont des données qui sont longitudinales. Nous suivons les patients de la naissance jusqu'à la mort. Donc nous avons des données sur certains patients qui sont de plusieurs années, vous l'aurez compris. Et donc de pouvoir les lier avec d'autres données qui sont déjà présentes dans le système de soins, ça leur apporte une plus-value majeure et surtout ça permet d'expliquer le parcours des patients au travers de notre système de santé et de pouvoir au mieux orienter nos décisions. Je vous donne 3 exemples rapides qui sont issus de différents travaux, des tableaux de bord dans le cadre du soin qui permettent de comparer les pratiques individuelles à un ensemble de praticiens qu'on pourrait avoir dans notre région, notre département, pour voir en quoi les problématiques de santé qui sont présentées par nos patients diffèrent de ceux des collègues et comment moi je vais devoir adapter ma pratique. Dans le cadre de l'enseignement, donc beaucoup d'internes sont présents aujourd'hui et vous avez dans certains départements devoir produire des rapports d'activité quotidienne quand vous êtes dans les cabinets de médecine générale. Et là, donc le retour d'informations automatisées en ayant identifié quels sont les patients que vous avez vus, produire un rapport automatique de cette sorte qui puisse être utilisé lors des débriefings, de la supervision directe et indirecte avec vos maîtres de stage pourrait être tout à fait utile et pertinent et en tirer un gain de temps et pourrait pouvoir asseoir aussi l'évaluation de vos compétences sur une base factuelle. Pour la recherche, on va prendre 2 exemples. Tout à l'heure, Mathieu Schwerz vous présentait justement les champions de la production en recherche en soins primaires en Europe, qui sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Et donc là, vous avez sur ce graphe la production sur 10 ans, de 2004 à 2014, en termes de nombre d'articles publiés et référencés sur PubMed. Et vous voyez à quel point cette croissance est exponentielle. Et quand on prend un réseau tel que le CPRD, qui est le plus gros réseau de collecte de données de consultation donc au Royaume-Uni, quand on regarde au 9 décembre 2022, ils sont à plus de 3000 articles publiés utilisant cette base-là. Vous imaginez quel type de ressources cela constitue pour un pays comme la France potentiellement. Donc, ce qu'on vous propose au travers du projet P4DP, c'est bien un projet structurant qui s'appuie sur les données contenues dans les logiciels et dans les fiches électroniques de chacun de nos patients et qui permettra de soutenir le soin, l'enseignement et la recherche. C'est déjà un projet qui a reçu donc
le soutien de l'ensemble de la profession au travers du Collège de la médecine générale, mais également de l'assurance maladie, qui, lors de la soumission du dossier pour l'obtention du financement, a eu une lettre de soutien du directeur de l'assurance maladie, ainsi que de 2 directions du ministère de la Santé. Donc c'est une longue histoire, vous l'aurez compris, je ne vais pas prolonger cet aspect-là, mais on a pu voir quelle était la portée d'avoir ce type d'outils ou au travers d'études qui ont pu être menées sur l'ensemble du territoire, dans le cadre de l'étude Écogène, qui a permis à 50 internes de faire leur thèse sur l'ensemble de cette base de données, qui a permis aussi la publication de nombreux articles référencés dans PubMed. Et tout ça a été une formidable illustration du potentiel que pourrait être d'utiliser donc ces données recueillies quotidiennement. Donc on a historiquement créé à la suite de l'Observatoire de la médecine générale 2 projets pilotes. Donc le premier qui était le projet Primèche-PACA, qui a été financé par l'ARS, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis par l'URPS ML en PACA, et qui avait donc pour objectif de voir ce qu'il était possible de recueillir de façon quasi automatique comme données en allant directement récupérer les données dans les logiciels. Je vais vous présenter quelques résultats dans la suite des slides. Et on a eu ensuite le projet Primèche Normandie, qui dans sa première phase était de pouvoir montrer qu'on pouvait dupliquer ce même dispositif dans une autre région. Donc ça a été fait avec notre partenaire logiciel qui est donc EO Médecins, et qui a été financé par la région Normandie et le fonds FEDER, donc financé par l'Union européenne. Comment est-ce que nous procédons dans le projet P4DP? Qu'est-ce qui est prévu comme organisation? Donc c'est une organisation qui souhaite que chaque participant se retrouve dans le projet, que ce soit le médecin isolé dans son cabinet tout seul, ou que ce soit en maison de santé, en centre de santé. Tout le monde doit pouvoir avoir un retour sur sa contribution au projet. Et on a pu voir, notamment dans une publication qui a été effectuée par l'équipe de Rennes, que les facteurs de réussite sur les réseaux de collecte de données qui s'appuient sur les pratiques arrivent à persister dans le temps quand il y a un fort adossement universitaire. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ça autour des régions universitaires, on appelle ça comme ça. C'est autour des DMG. C'est eux qui vont être DMG ou collèges selon les régions, qui vont coordonner les actions de recrutement des médecins qui souhaitent participer à ce réseau, comme vous le voyez ici. Donc on peut imaginer dans une région 1, un cabinet isolé, une MSP, un centre de santé, etc. Tout un nombre de structures qui bénéficient du soutien d'un médecin qui est en charge de la coordination, donc d'expliquer le dispositif, mais également d'un technicien. Ensuite, pour chaque partenaire logiciel avec lesquels on aura pu travailler, et réfléchit une routine avec un connecteur qui permet d'extraire les données. Une fois que ces données sont extraites, il n'est pas prévu en tout cas de demander à ce stade aux médecins de faire un codage quelconque. On traite également les données en texte libre, même pour des médecins qui utilisent dans certaines zones de leur logiciel du texte libre et qui n'utilisent pas de codage, que ce soit DRC, CISP2 ou SIM10. Il n'est pas prévu en tout cas d'obliger les médecins à coder à ce moment-là. Et d'autant plus que dans le projet P4DP, nous avons un partenaire qui est le CHU de Rouen, qui a travaillé avec les équipes de Rouen et de Nice notamment au développement d'outils pour transcoder, c'est-à-dire prendre du texte libre et le transformer en un codage qui puisse être utilisé dans le cadre de l'entrepôt de données P4DP. Ensuite, vous l'avez compris, on travaille avec le Health Data Hub pour la mise en lien avec le SNDS, donc les données de l'assurance maladie. Et donc, on a bien 2 bases, une base généraliste et une base appareillée. Donc ensuite, vous allez me dire, une fois qu'on a remonté les données, qu'est-ce que ça va vous permettre à vous, généralistes, participants à ce projet? Ce qu'on a prévu, c'est de faire des tableaux de bord de restitution de données qui vous soient utiles pour les 3 valences dont on a parlé, le soin, l'enseignement et la recherche. Il est prévu des retours de données travaillés avec donc les utilisateurs participants à un niveau individuel, donc pour le médecin seul, à un niveau structure de soins, et on sait à quel point c'est important, notamment dans le cadre de conduction de protocoles
de suivi de certains patients que l'on met en place dans les MSP et qui donnent lieu notamment à un financement dans le cadre des ACI pour les MSP. Au niveau régional, c'est aussi on a prévu aussi un retour d'informations à ce niveau-là, et on sait à quel point les ARS aussi ont besoin de ces données-là pour conduire les politiques régionales de santé, au niveau interrégional également, et au niveau national. On a prévu 3 portes d'entrée pour avoir accès aux données, notamment pour la recherche. Donc évidemment, un premier guichet qui est celui qui a été présenté par Madame Combe au niveau du Health Data Hub sur la base de données appareillée, un autre guichet sur la base de données généraliste, et aussi un guichet qui est prévu pour chacune des régions universitaires qui pourra disposer de ces données. Concernant le retour individuel, je reviens juste sur ce point-là. Il est prévu justement de montrer aux médecins quel est l'état, vous parliez, Madame la Présidente de l'HAS, de la qualité des données, c'est de montrer justement quelle est la qualité des données qui sont présentes dans nos logiciels. Comment est-ce que les médecins utilisent vraiment leurs logiciels ? On sait qu'il existe une hétérogénéité et un gisement d'amélioration potentielle. Et justement, le fait de pouvoir mettre de façon visuelle quel est l'état de complétude de nos dossiers, qu'est-ce qu'on remplit quotidiennement, qu'est-ce qu'on ne remplit pas, comment est-ce qu'on le remplit et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, c'est un facteur qui est extrêmement important. Et c'est pour cela que dans le cadre du projet P4DP est prévue une formation pour les médecins généralistes pour mieux utiliser leur logiciel. L'objectif de mieux utiliser le logiciel, c'est aussi d'améliorer la qualité des soins. Et vous le savez, dans le cadre de la mise en place de l'espace de santé par l'assurance maladie ou de l'export des volets de synthèse, on a besoin d'avoir des données qui soient fiables dans le cadre de la coordination des soins avec les autres partenaires. Il est également prévu, et uniquement à cet endroit-là, que le médecin puisse réidentifier les patients. Là aussi, vous aviez parlé des alertes. Si jamais sur un médicament on a une alerte, imaginons qu'on ait eu une alerte sur le Mediator et qu'on ait eu besoin d'identifier directement ces patients-là sans passer par les bases de l'assurance maladie, et que le médecin ait eu la possibilité d'appeler directement ces patients pour alerter des conséquences, c'est un outil qu'on aurait tous souhaité avoir. C'est un outil donc pour la qualité des soins, pour la sécurité des patients, mais c'est aussi un outil qui est essentiel plutôt pour le développement de la recherche clinique. Dans le cadre des recommandations que vous avez présentées et dans le cadre du travail de thèse que le professeur Dibaudina a dirigé, on a bien vu qu'on est en manque de cette recherche clinique. Et essentiellement, on a un problème qui est de pouvoir identifier les patients à inclure dans ces études. Et donc, avec ce dispositif-là, c'est un réel accélérateur de la recherche clinique que l'on propose ici. Donc, vous l'avez compris, c'est un projet donc pour les soins primaires qui permettra de développer donc des tableaux de bord, de pouvoir identifier les problèmes des patients, de pouvoir améliorer la qualité et la sécurité des soins, de pouvoir aider à piloter les MSP, les centres de santé, voire les CPTS, qui actuellement ne disposent pas de système d'information. Et pourtant, dans ce cadre-là, nous devons rendre des indicateurs aux tutelles qui acceptent de nous financer pour améliorer la qualité des soins de nos patients. C'est une source d'information qui permettra de décrire au mieux l'activité des médecins généralistes et d'adapter donc les politiques publiques sur des données factuelles. Je vais vous montrer donc quelques exemples de tableaux de bord que nous avons travaillés dans le cadre des projets Primège PACA et Primège Normandie. Voilà un exemple de tableau de bord pour avoir sur l'ensemble du réseau de Primège PACA le nombre de consultations que nous avons pu avoir de 2000 à 2019, et vous voyez qu'il y a plus d'1 300 000 consultations qui ont pu être récupérées à partir du moment où nous nous sommes nous sommes connectés à la base de données du logiciel de consultation avec notre partenaire. Et donc c'est une masse d'informations énorme et massive, comme je vous le disais, qui permet de recueillir des données biométriques, des données sur les examens complémentaires, des données sur les vaccinations, des données sur le type de consultation. Est-ce que c'était une consultation téléphonique et une consultation téléconsultation ou une consultation réelle? La répartition de la population aussi des patients. Alors, sur les indicateurs, par exemple, de la vaccination, savoir quels sont les patients qui ont été vaccinés,
pour quel type de vaccin on a fait cet acte-là, et de pouvoir avoir des tableaux dynamiques qui permettent donc d'ajuster en fonction de l'âge, de la date de vaccination notamment. Un autre élément, dans le cadre de la sécurité des soins, on en parlait, on a développé un tableau de bord qui permet d'identifier les patients qui ont plus de 30% de leurs INR qui est en dehors de la zone thérapeutique, c'est-à-dire en dessous de la zone ou au-dessus de la zone, et qui peuvent donner notamment des risques hémorragiques ou thromboemboliques. Et donc de pouvoir sortir cette liste de patients que l'on doit contacter pour ajuster au mieux justement leur protocole ou mettre en place une équipe de soins rapprochée pour eux. Ce projet donc soutient la recherche et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des facteurs qui permet de pérenniser l'existence de ces réseaux, c'est de pouvoir s'appuyer aussi sur les environnements des universités. Que ce soit dans le projet Primège-PACA ou dans le projet Primège-Normandie, on a pu voir qu'on a bénéficié d'autres équipes, que ce soit des équipes d'informatique médicale, notamment, ou d'autres spécialistes dans l'environnement de la santé, mais pas seulement, dans le thème de l'organisation aussi, et qui ont permis de renforcer finalement ces équipes. Et il faut savoir que maintenant ces données-là sont vraiment très demandées par beaucoup d'équipes de recherche labellisées et pas forcément en médecine générale uniquement. J'en veux pour exemple aussi un partenariat dans le cadre de l'épidémiologie de terrain qui est en train de s'établir avec le réseau Sentinelle, qui a tout à fait bien identifié les perspectives qu'il y a à travailler avec un recueil automatisé qui ne nécessite pas de double saisie. Actuellement, dans le réseau Sentinelle, on demande à ces médecins-là de saisir des informations qu'ils ont dans leur dossier sur une autre plateforme pour pouvoir rendre des indicateurs que vous connaissez. Évidemment, pendant l'épidémie Covid, on a eu beaucoup de réunions qui ont montré que les données de médecine de ville étaient des données stratégiques et qui pouvaient permettre aux instances d'adapter les politiques de gestion de la pandémie avec quasiment 2 semaines d'avance par rapport aux données qu'on a pu utiliser, qui étaient essentiellement l'entrée aux urgences, voire les hospitalisations en réa. Donc, ce projet de développement, je vous l'ai dit, mais je le répète, permettra aussi d'accentuer et d'intensifier la recherche clinique qui démarre de plus en plus en médecine de ville. Voilà d'autres tableaux de bord qui permettent par exemple d'identifier les patients qui souffrent d'addiction, que ce soit sur le tabac, l'alcool ou le cannabis. Là aussi, ce qu'on peut voir, c'est une hétérogénéité de remplissage des dossiers, c'est-à-dire qu'un patient pour lequel on aura renseigné le tabac, on pourra l'avoir mis de façon tout à fait différente, et les formations seront là justement pour essayer d'unifier la manière dont on pourra standardiser cette information-là en utilisant mieux nos logiciels. Pareil, pour pouvoir rentrer dans les protocoles de recherche certains patients, et notamment les enfants qui souffrent de surpoids entre 6 et 15 ans, voilà un exemple de tableau de bord qui permet de ressortir directement à la liste de patients à inclure dans une étude, par exemple. Les indicateurs Sentinelle, donc on a regardé aussi quelle était la qualité des informations, à quel point c'était fiable, et on voit que quand on essaye de ressortir les mêmes indicateurs que ceux produits par le réseau Sentinelle, on a une superposition justement de ces informations qui montrent que ces données peuvent être tout à fait fiables déjà en l'état et sans effort, sans codage spécifique, je le répète, de la part des médecins. Si on se projette un peu dans l'avenir, parce qu'on est sur la table ronde du numérique en santé, je vous présente ici un travail qui a été fait avec l'INRIA, qui concernait la création d'un algorithme pour prédire l'hospitalisation des patients à 1 ou 2 ans. Donc nous avons été en mesure, en utilisant donc cette base de données, de pouvoir faire une prédiction à 90% du risque d'hospitalisation à 1 ou 2 ans. Alors évidemment, en médecine, on ne peut pas se permettre d'avoir 10% d'erreur, donc ça reste encore un pilote qui demande à être confirmé sur une étude en vie réelle, mais on a pu voir tout le potentiel que cela pouvait avoir, notamment dans la création d'interfaces d'aide à la décision, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, d'utiliser nos données pour mieux décider sur des patients qui sont de plus en plus complexes, qui combinent plusieurs maladies chroniques, et c'est la norme à partir de 50 ans que d'avoir au moins 2 maladies chroniques maintenant, plus qu'une exception. Et force est de constater que les recommandations qui sont plus orientées pour l'instant par maladie sont des outils qui guident la pratique, mais qui ne s'appuient pas, comme on vous le disait, sur des données en vie réelle. Et donc, par l'intermédiaire de tableaux de bord de ce type-là, qui permettent de présenter le risque actuel ou le risque prévisionnel en fonction du contrôle de facteurs
qui sont identifiés comme pesant dans le risque d'hospitalisation, on peut avoir un aperçu de ce que pourrait donner l'exploitation de ces données à l'avenir. Donc en résumé, le projet P4DP, c'est un projet qui a un financement global de 15 millions d'euros. C'est à ce jour le projet de médecine de ville en recherche qui a bénéficié du financement le plus large, je crois qu'on peut le dire, avec 9 millions de subventions par la Banque publique d'investissement et le secrétariat général pour l'investissement. Nous avons 3 ans pour réussir. L'inclusion des villes sera en 3 temps, avec 15 villes en 2023 qui seront incluses, pour un objectif de 2000 médecins généralistes participant au bout de ces 3 ans. Je représente très rapidement les rôles de chacun dans le consortium. Donc le CNGE, avec ses 12 000 MSU et ce réseau-là, dans le projet P4DP, évidemment, ne s'intéresse pas que aux MSU, mais s'intéresse bien à tous les médecins généralistes, et on remercie encore le Collège de la médecine générale pour ce soutien. L'expérience donc de l'Université de Rouen et l'Université Côte d'Azur. Notre chef de file, donc l'entreprise Lomix, qui elle est chargée de créer l'infrastructure de recueil, de standardiser les données et de pouvoir les mettre à disposition. Le CHU de Rouen pour ses compétences justement dans le transcodage des données et tous les outils d'aide sémantique. Je pense que vous connaissez le CHU de Rouen au travers du département du professeur Darmoni qui met en place le portail SysMef. Et enfin, donc le S-Data Hub, qui est le sponsor initial de ce projet et sans qui on n'aurait pas pu répondre à l'appel d'offres, et qui sera donc en charge de nous aider à faire la jonction avec le S-Data Hub. En conclusion, c'est une initiative d'ampleur nationale à laquelle nous vous proposons de participer, qui réunit des acteurs majeurs pour le soin, l'enseignement et la recherche. C'est une infrastructure de collecte, un entrepôt de données unique sur un financement public avec un appariement au SNDS. Chaque médecin, chacun d'entre vous, avec ses patients, pourra exercer un droit d'utilisation et de retrait sur les données dont il a permis l'export. Chaque département de médecine générale, chaque société savante du Collège de médecine générale pourra travailler sur les données, sur les projets de recherche qu'il souhaite porter, utilisant ces données. Et les internes pourront travailler sur les données collectées dans le cadre de leur thèse pour arriver à boucler leur cursus en temps et en heure. Je vous remercie.